Lors de la campagne présidentielle de 1995, j'ai annoncé que les conditions d'une crise financière, un cancer financier qui allait se répandre en métastase, étaient réunies. Cette crise, je disais alors, allait se produire dans 10 à 12 ans. Eh bien, elle s'est produite, contrairement à ce que disaient tous les experts de l'époque et surtout tous les hommes politiques qui ne connaissaient même pas, qui ne savaient même pas ce qu'étaient les produits dérivés et ce qu'étaient les produits financiers avec lesquels on commençait à jouer à l'époque. Aujourd'hui, nous sommes à la deuxième phase de cette crise, sans doute la phase ultime. Vous savez que, comme je vous parle, la bourse de Paris est tombée aujourd'hui de 3,90% dans la panique. Ce n'est qu'un reflet sur le mur de la caverne. Ce n'est que le reflet financier d'une crise de civilisation, d'une crise d'ensemble. Jacques Attali, dans un article publié dans l'Express, que j'ai ici devant mes yeux, le 20 juillet, nous a dit, avec son cynisme et son intelligence des choses habituelles, que les marchés sont partout, au contraire, en train d'imposer leurs lois, et les peuples ne vivent de la démocratie que l'illusion et les apparences. Et il ajoute, aussi les élections à venir n'auront pas beaucoup d'influence sur l'avenir des électeurs. Et de nous dire que les nations, pour échapper à la crise, n'ont plus d'autre choix que d'imprimer de la monnaie, ce qui finira par de l'inflation, par la ruine des classes moyennes et par la fin de la démocratie formelle, M. Attali ne se gêne pas pour le dire, ou alors l'autre choix sera de fermer les frontières, ce qui conduira au même résultat. Alors, dans ces conditions, ce diagnostic de M. Attali nous paraît exact. Ceci dit, sa solution est encore plus désastreuse. Ce qu'il propose, c'est de fournir au Fonds européen 2 trillions d'euros, 2000 milliards d'euros, pour intimider soi-disant les marchés. C'est-à-dire de créer une gouvernance mondiale encore plus forte. Et une gouvernance mondiale dans un contexte d'austérité financière généralisée. Le discours aujourd'hui prononcé par M. Barroso et par M. Trichet, puis la lettre envoyée par M. Barroso, dit la même chose. Il adresse aux dirigeants de la zone euro, M. Barroso, un message disant, voilà, la crise n'est plus limitée aux pays périphériques, aux PIGS, à la Grèce, à l'Italie, à l'Espagne, à l'Irlande. Cette crise s'étend à l'ensemble des pays de la zone euro, ce qui est parfaitement exact. Mais ce qu'il propose, c'est d'accroître les moyens du Fonds européen de stabilité financière et du mécanisme européen de stabilité qui est supposé le remplacer. Tout cela dans un contexte où cet argent ne serait pas utilisé pour l'investissement productif, pour développer l'économie, pour le social, pour défendre les peuples. C'est un argent qui est simplement vu comme une masse pour intimider une autre masse avec une austérité qui est appliquée et reconnue par tous. Et s'ils devenaient tous barristes, disciples de Raymond Barre, d'ailleurs tous ont été éduqués à Sciences Po par les manuels de Raymond Barre, nous dit aujourd'hui Le Point. Austérité, austérité, austérité. Et par tous les moyens, on tente de faire croire qu'il n'y a pas d'autre solution, que c'est la seule voie, que c'est le seul moyen face à la crise. Eh bien, c'est un mensonge. C'est le grand mensonge de notre époque. Mensonge partagé par Nicolas Sarkozy et son entourage, d'une part, et Martine Aubry et les dirigeants socialistes actuels de l'autre. Martine Aubry vient de dire que passer à 3% de déficit budgétaire par rapport au produit intérieur brut en 2013 serait parfaitement normal puisque c'est la règle aujourd'hui. Donc on se soumet à cette règle. Martine Aubry qui prend Daniel Cohen comme expert financier, alors que Daniel Cohen est lié à Barney Frank aux États-Unis, à ceux qui ont favorisé Wall Street, et qu'il était l'expert de Dominique Strauss-Kahn. Donc on est devant ce drame où la majorité comme l'opposition, au niveau des hommes politiques, ne comprennent pas la portée de cette crise et prennent le conseil de gens qui n'ont fait que rationaliser
la politique devenue destructrice et criminelle des milieux financiers. Et voilà où on en est aujourd'hui. C'est pourquoi ma candidature présidentielle me paraît si importante, non pas pour obtenir un score, comme on dirait aujourd'hui, mais pour mettre sur la table la question réelle, la question décisive. Est-on capable de faire face au marché financier? Est-on capable de faire face à ceux qui nous détruisent? Est-on capable de rétablir l'espérance économique, sociale, politique face à la crise de civilisation qui nous tombe dessus et qu'on voit aujourd'hui, pendant l'été, c'est toujours pendant l'été que les crises éclatent, que l'on voit aujourd'hui pendant l'été, pendant la période de vacances, se produire et s'étendre. Alors, c'est là qu'il est particulièrement important de comprendre que ce que proposent tous ces hommes politiques, ce que je viens de vous dire, ne traite en rien le problème fondamental, qui est la chute du système financier, social, économique, monétaire. Vous avez eu un test de résistance des banques de la zone euro, de l'Europe, fait par l'autorité bancaire européenne. Dans ce test, toutes les banques, sauf 8, ont réussi. Mais, pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris en compte, on n'a pris en compte que de façon très limitée, l'impact de la faillite possible d'États souverains, pas même de la Grèce, qui est en faillite, tout le monde le sait. Et de plus, on a pris comme critère, non pas le critère de Bâle III, celui de 7% de capitaux propres par rapport aux engagements, mais seulement 5%. Alors, on a triché une fois de plus. En réalité, nous sommes dans une situation où tout le système financier et monétaire transatlantique se désintègre devant nos yeux. Et où aux États-Unis, Barack Obama viole la Constitution dans la question de la guerre à la Syrie, où au bout de 4 mois, contrairement au texte, il n'a pas consulté le Congrès, et viole la Constitution en ce qui concerne l'accord qui vient de passer avec les républicains au Congrès pour imposer des coupes claires dans le budget, 1000 milliards en 10 ans. Et l'accord est fait. Et 1500 milliards, 1800 milliards, disent d'autres, dans des négociations entre les représentants démocrates et les républicains, avec un conseil des 12, une sorte de conseil à la vénitienne, conseil du Doge, des 12, fait par 6 représentants du Sénat et 6 représentants de la Chambre des représentants. Donc, on a quelque chose qui passe par-dessus les pouvoirs du Congrès et qui, en plus, sur ces 1500 à 1800 milliards, si des coupes sont décidées, on les présentera au Congrès. Si le Congrès dit oui, eh bien, elles seront appliquées. Et si le Congrès dit non, on imposera d'autres coupes d'un montant équivalent. C'est-à-dire que le oui ou le non, le principe du consentement du Congrès à la dépense est violé. Le principe d'équilibre des pouvoirs, des fameux checks and balances aux États-Unis, est violé. Comme est violé en Europe, le traité de Lisbonne, et la cour de Karlsruhe en Allemagne le dira bientôt, est violé le traité de Lisbonne lui-même, qui était un traité qui visait à imposer l'austérité. Sont violés tous les textes fondateurs de l'Europe, et violé le dessein, le but que poursuit l'Europe, et violé le préambule même de notre Constitution. Le préambule du 27 octobre 1946, repris dans celui de la Ve République. Nous sommes à la fin d'une partie. Cette règle du jeu ne peut plus durer. À un niveau plus élémentaire, plus immédiat, on ne peut pas continuer à voir les banques prendre de l'argent sur les comptes des particuliers sans leur accord, sans leur consentement et sans consulter une autorité judiciaire. Ils y vont sous différents prétextes, sous différentes choses qu'on ne payait pas auparavant et qu'aujourd'hui, dont aujourd'hui les banques ont imposé depuis la fin des années 90 le paiement. Donc, on est dans une situation où tous les principes sont violés et où un changement est absolument indispensable pour rétablir l'espérance, rétablir un sens de l'avenir. Et c'est là que Glass-Steagall, que nous avions nous-mêmes
dont nous avions nous-mêmes l'équivalent en 1945, Glass-Steagall, la séparation des banques d'affaires, des banques de dépôt et de crédit et des sociétés d'assurance doit être établie. Et on doit dire aux banques d'affaires, messieurs, vous avez spéculé. Si vous avez gagné, ce qui n'est pas le cas, tant mieux pour vous. Mais si vous avez perdu, c'est vous qui perdez. Et on leur renvoie dans la figure, si j'ose dire, leurs dettes, et les États ne les prennent pas en charge. Les États ne s'empoisonnent plus pour sauver les banques d'affaires et en même temps couler les peuples. Il faut arrêter cela. Et c'est cela qu'il faut dire de façon claire. Et on ne voit personne l'expliquer, personne vous le dire. C'est pour cela qu'aujourd'hui, en ce mois d'août, j'interviens et je soulève cette question fondamentale, une fois de plus, mais cette fois-ci, c'est une question littéralement de vie ou de mort, et je la soulève pour que vous compreniez qu'il y a une autre solution, il y a une autre orientation. C'est que l'argent aille à nouveau aux infrastructures de développement pour le futur, à des plateformes avec des technologies nouvelles, avec des moyens nouveaux de développement, et que l'argent aille là, et pas au renflouement permanent d'un système financier destructeur, prédateur. Et c'est cette politique-là que nous devons suivre, que nous devrons recadrer. Et pour cela, il faut aussi une révolution des esprits, c'est-à-dire que ceux qui m'écoutent prennent confiance en eux-mêmes, et prennent confiance en eux-mêmes en se penchant sur ces questions fondamentales, en n'étant plus paresseux. Et j'ai envie de vous dire, vous avez été trop paresseux, vous avez été mal informés, vous avez été victime de bourrage de crâne, mais vous avez été trop paresseux aussi. Vous n'êtes pas penché sur ces problèmes fondamentaux, sur ce qui assure un futur à la société, à vos enfants et à vos petits-enfants. Et toute une idéologie pessimiste, on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas faire une politique différente, occupez-vous de vos affaires, comme tu le sens, sans souci. Toute cette politique-là doit être rejetée d'une bonne fois pour toutes, et on doit articuler une politique vers un futur pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour les générations à naître. La Constitution est là, nous devons l'appliquer, et appliquer en particulier son préambule, et faire une politique qui soit vraiment une politique pour le bien commun. C'est cela ma bataille aujourd'hui, et je la mène parce que les autres ne la mènent pas.